Bonsoir, ici la nuit raconte. Merci à ceux qui soutiennent la chaîne en laissant un like et en s'abonnant. Profitez bien de l'histoire d'aujourd'hui. Journal de bord du docteur Émile Carteris, paléontologue. Premier jour, ou ce que nous avons convenu d'appeler ainsi, je ne sais pas vraiment par où commencer. Les mots me manquent, et pourtant j'ai passé ma vie entière à décrire des mondes disparus. Mais cette fois, c'est différent. Cette fois, je ne reconstitue pas le passé à partir de fragments osseux et de strates sédimentaires. Cette fois, j'ai essuyé. Je m'appelle Émile Carteris. J'ai 53 ans. J'ai consacré 30 années de ma vie à étudier les dinosaures. J'ai gratté la terre rouge du Montana, les falaises blanches de Mongolie, les plateaux brûlants du Maroc. J'ai reconstruit des squelettes entiers à partir de quelques vertèbres. J'ai publié des centaines d'articles. J'ai formé des dizaines d'étudiants. Et pourtant, rien de tout cela ne m'avait préparé à ce que je vis en ce moment. Le ciel au-dessus de moi est d'un bleu que je n'avais jamais vu, plus profond, plus pur. L'air lui-même a un goût différent, plus riche en oxygène, presque enivrant. Mes poumons se gonflent avec une facilité nouvelle. Chaque inspiration me donne l'impression de rajeunir de 10 ans. Nous sommes 4. 4 scientifiques, perdus 66 millions d'années dans le passé, et je réalise seulement maintenant l'immensité de ce que nous avons accompli, ou plutôt l'immensité de ce dans quoi nous nous sommes jetés. Laissez-moi vous présenter mon équipe. Car sans eux, rien de tout cela n'aurait été possible. Il y a d'abord Clara Dubois, géologue. 38 ans. Brillante, méthodique, parfois exaspérante de précision. Clara est le genre de personne qui vérifie 3 fois ses calculs avant de les soumettre. Elle a cette manie de toucher les roches, de les caresser presque, comme si elle lui murmurait leurs secrets. Dans notre monde d'origine, elle était une spécialiste des extinctions de masse. Elle avait cartographié la couche d'iridium sur 4 continents, cette fine ligne grise qui marque la fin d'un monde. Maintenant, elle va pouvoir observer cette fin de ses propres yeux. Clara a les cheveux courts, grisonnants aux tempes. Elle porte toujours des lunettes rondes qui glissent sur son nez quand elle se penche. Sa voix est douce mais ferme. Elle ne crie jamais. Elle n'en a pas besoin. Quand Clara parle, on l'écoute. Sa plus grande force est sa patience, sa faiblesse, son entêtement. Une fois qu'elle s'est forgée une opinion, il est presque impossible de la faire changer d'avis. Ensuite vient Théo Nguyen, notre biologiste. 29 ans seulement, mais déjà une sommité dans son domaine. Théo est spécialisé dans l'étude du comportement animal. Il a passé des années à observer les oiseaux, ses descendants directs des dinosaures. Il connaît par cœur leurs rituels de tarade, leurs chants, leur hiérarchie sociale. Il espérait que ces connaissances nous aideraient à comprendre leurs ancêtres. Théo est grand, mince, nerveux. Il a toujours l'air d'avoir bu trop de café. Ses mains tremblent légèrement quand il est excité, ce qui arrive souvent. Il parle vite, parfois trop vite pour qu'on le suive. Ses yeux noirs pétillent d'une curiosité sans fin. Sa force et son enthousiasme contagieux, sa faiblesse, son impulsivité. Plus d'une fois, j'ai dû le retenir de courir vers un spécimen potentiellement dangereux. Enfin, il y a Agathe Mercier, notre spécialiste de terrain. 45 ans d'expérience dans les environnements hostiles. Agathe a survécu à des tempêtes de sable au Sahara, à des avalanches dans l'Himalaya, à des attaques d'ours en Sibérie. Elle est notre ancre, notre protectrice. Sans elle, nous serions morts 10 fois depuis notre arrivée. Agathe est trapue, musclée, couverte de cicatrices. Elle a perdu 2 doigts de sa main gauche lors d'une expédition en Antarctique. Elle ne parle jamais de cet incident. Elle ne parle pas beaucoup en général. Mais quand elle donne un ordre, on obéit sans discuter. Sa force est son instinct de survie. Sa faiblesse, sa tendance à se sacrifier pour les autres. Elle a failli mourir 3 fois en me sauvant la vie. Voilà mon équipe. Voilà les 4 fous qui ont accepté de remonter le temps pour voir de leurs propres yeux ce que nous n'avions fait qu'imaginer pendant des siècles. Le projet s'appelait Chronos, un nom pompeux pour une entreprise insensée. Tout a commencé il y a 3 ans, dans un laboratoire souterrain en Suisse. Des physiciens avaient découvert quelque chose d'extraordinaire. Une faille dans le tissu de l'espace-temps. Une porte vers le passé. Je ne prétends pas comprendre la physique derrière tout cela. On m'a parlé de particules exotiques, de courbures de l'espace, de paradoxes résolus par des univers parallèles. J'ai hoché la tête poliment. Ce qui m'importait, c'était la destination. Pas le chemin. Quand on m'a proposé de diriger l'expédition scientifique, j'ai cru à une plaisanterie. Puis on m'a montré les premiers enregistrements. Des images floues, tremblantes, mais indiscutablement réelles. Un monde couvert de forêts,
Des créatures gigantesques se déplaçant à l'horizon. Mon cœur s'est arrêté. C'était réel. Le voyage dans le temps était réel. J'ai passé les 2 années suivantes à préparer cette mission. J'ai sélectionné mon équipe avec soin. J'ai étudié chaque période, chaque lieu possible. Nous avons finalement choisi le Crétacé supérieur. La formation de Hell Creek, 66 millions d'années avant notre ère. La dernière grande époque des dinosaures non aviens. Quelques milliers d'années, peut-être quelques dizaines de milliers, avant l'impact de l'astéroïde qui allait tout changer. Nos objectifs étaient multiples. Premièrement, observer les dinosaures dans leur environnement naturel. Valider ou infirmer nos théories sur leur comportement, leur physiologie, leur écologie. Deuxièmement, collecter des échantillons. Des tissus mous, du sang si possible, des sécrétions, des œufs. De quoi révolutionner notre compréhension de leur biologie. Troisièmement, documenter l'écosystème dans son ensemble. Les plantes, les insectes, les mammifères, les oiseaux primitifs. Tout ce qui composait ce monde disparut. Nous avions 6 mois. 6 mois. 6 mois pour accomplir ce dont des générations de paléontologues avaient rêvé. 6 mois avant que la fenêtre temporelle ne se referme et que nous devions entrer. Le voyage lui-même fut étrange. Je me souviens d'une lumière aveuglante, d'une sensation de chute, puis plus rien. Quand j'ai ouvert les yeux, j'étais allongé sur un seul meuble, couvert de fougères. L'odeur m'a frappé en premier. Une odeur de terre humide, de végétation en décomposition, de vie, une odeur que je n'avais jamais sentie, et pourtant qui semblait familière, comme si mes gènes s'en souvenaient. Nous avons passé les premières heures à nous orienter. Notre équipement avait survécu au transit. Tentes, instruments de mesure, systèmes de communication, armes de défense, tout était là. Clara a immédiatement commencé à analyser les roches environnantes. Théo scrutait les arbres avec ses jumelles. Agathe établissait un périmètre de sécurité. Et moi je restais là, immobile, incapable de bouger, parce que je venais de voir quelque chose bouger entre les arbres. Quelque chose de grand, quelque chose d'impossible. Un tricératops. Il était à une centaine de mètres de nous. Énorme. Bien plus grand que ce que j'avais imaginé. 3 mètres au garrot au moins. Sa peau était d'un gris brunâtre, couverte de ce qui ressemblait à des écailles, mais qui, je le saurais plus tard, étaient plutôt des plaques cornées. Sa collerette osseuse était immense, ornée de motifs colorés. Du rouge, du jaune, du noir. Des couleurs vives que nous n'avions jamais soupçonnées. L'animal broutait tranquillement, arrachant des branches basses avec son bec corné. Il ne nous avait pas vus. Ou peut-être nous avait-il vus, mais ne nous considérait-il pas comme une menace. Après tout, nous étions minuscules à côté de lui. J'ai dû rester là 10 minutes, peut-être plus. Les larmes coulaient sur mes joues. 30 ans de ma vie passés à imaginer ces créatures, et maintenant j'en avais une devant moi. Vivante, respirant, existant. Clara m'a rejoint en silence. Elle a posé sa main sur mon épaule. Je l'ai entendu murmurer quelque chose, mais je n'ai pas compris les mots. Je crois qu'elle pleurait aussi. Ce premier jour, nous n'avons rien fait de scientifique. Nous avons simplement regardé, observé, absorbé. Le tricératops a été rejoint par 2 autres, plus petits. Des juvéniles probablement. Ils se sont frottés contre l'adulte, qui a émis un grognement sourd. Un son grave, presque musical. Rien à voir avec les rugissements que nous avions imaginés. Quand le soleil a commencé à décliner, les 3 animaux se sont éloignés. Nous les avons suivis du regard jusqu'à ce qu'ils disparaissent dans la végétation dense. Puis nous avons monté le camp. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'écoutais les sons de la forêt. Des cris, des appels, des bruissements. Un monde entier qui vivait autour de nous. Un monde que nous étions les premiers humains à entendre. Je réalise maintenant que je dois organiser ce journal de manière plus méthodique. Les émotions brutes ne suffiront pas. Il me faut documenter nos découvertes, nos observations, nos hypothèses. C'est ce pourquoi nous sommes venus. C'est ce que je dois faire. 2e jour. Nous avons établi notre camp de base dans une clairière naturelle, à flanc de colline. L'endroit offrait une bonne visibilité sur les environs tout en étant partiellement dissimulé par la végétation. Agathe a insisté pour que nous soyons à proximité d'un point d'eau, mais pas trop près. Les prédateurs, nous le savions, rôdaient autour des rivières. Clara a passé la matinée à analyser le sol. Ses conclusions confirmaient notre position temporelle. La composition des sédiments, la présence de certains minéraux, tout correspondait au Maastrichtien supérieur. Nous étions bien où nous voulions être. Dans les derniers jours du règne des dinosaures.
Théo a déployé ses capteurs acoustiques. De petits appareils autonomes capables d'enregistrer des sons sur plusieurs kilomètres. Il espérait capter les vocalisations de différentes espèces, les analyser, les comparer à celles des oiseaux modernes. Sa théorie était que les dinosaures communiquaient de manière bien plus complexe que ce que nous pensions. Agathe, pendant ce temps, cartographiait les environs. Elle revenait régulièrement avec des rapports. Une rivière à 500 mètres au nord. Une zone marécageuse à l'est. Une crête rocheuse à l'ouest. Et partout, des traces. Des empreintes de toute taille, de toute forme. Nous n'étions pas seuls. Ma première tâche fut d'observer et de noter. J'ai grimpé sur un rocher qui offrait une vue dégagée sur une plaine herbeuse en contrebeu. Ce que j'y ai vu m'a coupé le souffle. Un troupeau. Peut-être 50, 60 individus. Des Edmontosaurus. Ces grands hadrosaures au bec de canard. Ils se déplaçaient lentement, broutant la végétation basse. Certains marchaient sur 4 pattes, d'autres sur 2. Ils alternaient constamment selon ce qu'ils faisaient. Quand ils broutaient, ils étaient quadrupèdes. Quand ils se déplaçaient rapidement, ils passaient à la bipédie. J'ai noté leur couleur. Contrairement aux tricératops, ils étaient relativement ternes. Des tons de brun, de vert olive, de beige. Un camouflage parfait pour leur environnement. Mais certains individus portaient des crêtes colorées sur la tête. Des structures charnues, vascularisées, que nous n'avions jamais soupçonnées à partir des fossiles. Ces crêtes semblaient gonfler et dégonfler, changeant de couleur au passage. Du rose pâle au rouge vif. Théo m'a rejoint avec son équipement d'enregistrement. Nous avons capté leurs appels. Des sons graves, modulés, presque mélodiques. Ils communiquaient constamment, émettant des séries de mugissements qui semblaient former des phrases complexes. Théo était surexcité. Il comparait déjà ses vocalisations à celles des éléphants, des baleines, des oiseaux chanteurs. Vers midi, quelque chose a changé. Le troupeau s'est soudain immobilisé. Les appels ont cessé. Un silence pesant s'est abattu sur la plaine, puis je l'ai vu. Il émergeait de la lisière de la forêt, à peu et 300 mètres de nous, massif, puissant, terrible. Un Tyrannosaurus rex, je pensais être préparé. J'avais passé ma vie à étudier cet animal. J'avais reconstitué des dizaines de squelettes, lu des milliers d'articles, écrit moi-même sur son anatomie, sa biomécanique, son mode de vie. Mais rien de tout cela ne m'avait préparé à la réalité. Il était immense. 12 mètres de long au moins, peut-être 13. Sa tête seule faisait la taille d'une voiture. Et contrairement à ce que je pensais, il n'était pas couvert d'écailles uniformes. Des plumes, de petites plumes filamenteuses couvraient son cou, son dos, une partie de ses flancs. Elles étaient d'un brun rougeâtre, presque cuivrées à la lumière du soleil. L'animal avançait lentement, la tête haute, humant l'air. Ses petits bras, que nous avions si souvent moqués, s'agitaient nerveusement. Je réalisais maintenant qu'il n'était pas si inutile que cela. Puissamment musclé, il semblait pouvoir exercer une force considérable sur une courte distance. Le troupeau d'Edmontosaurus commençait à s'agiter. Les individus périphériques se rapprochaient du centre. Les adultes se plaçaient entre le prédateur et les jeunes. Un comportement de défense collective que nous avions théorisé mais jamais observé. Le tyrannosaure s'est arrêté. Il a ouvert la gueule, révélant des dents de la taille de mon avant-bras. Puis il a émis un son. Ce n'était pas un rugissement, pas vraiment. C'était quelque chose de plus profond, de plus viscéral. Une vibration basse qui m'a traversé le corps, qui a fait trembler mes os. Un infrason et je réalisai plus tard. Un son si grave qu'il était à peine audible, mais que l'on ressentait physiquement. Le troupeau avait pendu. Des dizaines de mugissements simultanés, formant une cacophonie assourdissante. Un message clair. Nous sommes nombreux. Nous ne nous laisserons pas faire. Le tyrannosaure a hésité. Il a fait quelques pas supplémentaires, testant la réaction du groupe. Puis, finalement, il s'est détourné. Il n'attaquerait pas aujourd'hui. Le coût était trop élevé, le risque de blessure trop grand. J'ai compris à ce moment quelque chose de fondamental. Les prédateurs, même les plus grands, ne sont pas des machines à tuer aveugles. Ce sont des calculateurs rationnels. Chaque chasse est un pari, une évaluation des risques et des bénéfices. Le tyrannosaure que j'avais devant moi n'était pas un monstre. C'était un survivant, un être façonné par des millions d'années d'évolution pour maximiser ses chances de survie. Théo enregistrait fébrilement. Clara prenait des notes. Agathe, la main sur son arme, ne quittait pas le prédateur des yeux. Nous étions tous conscients que si le tyrannosaure avait décidé de venir vers nous, nous n'aurions eu aucune chance. Il s'est éloigné lentement,
disparaissant dans la forêt aussi silencieusement qu'il était apparu. Pour un animal de cette taille, sa discrétion était stupéfiante. Il savait se déplacer sans faire de bruit, utiliser le couvert végétal à son avantage. Cette nuit-là, autour du feu, nous avons longuement discuté de ce que nous avions observé. Les plumes du tyrannosaure étaient une confirmation majeure. Depuis des années, nous débattions de leur présence chez les grands tyrannosauridés. Certains pensaient que seuls les juvéniles en possédaient. Les perdants à l'âge adulte, comme les éléphants, perdent une partie de leur poil. D'autres soutenaient qu'ils restaient partiellement plumeux toute leur vie. Nous avions maintenant la réponse. Clara a soulevé une question intéressante. Si les tyrannosaures avaient des plumes, cela signifiait qu'ils avaient probablement le sang chaud. La thermorégulation par les plumes ne fonctionnait que pour les endothermes. C'était cohérent avec ce que nous savions de leur taux de croissance rapide, de leur activité apparemment élevée. Théo a ajouté que les infrasons qu'il avait enregistrés étaient remarquablement similaires à ceux produits par les casoars modernes. Ces grands oiseaux coureurs utilisent des sons très graves pour communiquer sur de longues distances en milieu forestier. Le tyrannosaure faisait peut-être de même. 3e jour. La pluie nous a surpris à l'aube. Une pluie chaude, tropicale, qui a duré plusieurs heures. Nous sommes restés sous nos abris, à écouter le tambourinement de l'eau sur la toile. Clara a profité de ce temps pour analyser les échantillons de sol qu'elle avait collectés. Elle a trouvé quelque chose d'intéressant. Une concentration anormale de certains métaux lourds. Pas assez pour être toxique, mais suffisamment pour être notable. Elle s'est demandé si cela n'était pas lié à une activité volcanique accrue dans la région. Quand la pluie s'est arrêtée, le monde avait changé. Des milliers d'insectes avaient émergé, remplissant l'air de bourdonnements. Des libellules géantes, avec des envergures de 30 cm, chassaient au-dessus des flaques. Des papillons aux ailes iridescentes se posaient sur les fleurs qui s'ouvraient. Théo était fasciné par les insectes. Il passait des heures à les observer, à les photographier. Il a remarqué que beaucoup ressemblaient à leurs descendants modernes. Les formes de base n'avaient pas changé depuis 66 millions d'années. Les libellules étaient toujours des libellules. Les fourmis étaient toujours des fourmis. Seules les tailles différaient. Et encore, pas toujours. L'après-midi, nous avons fait notre première expédition prolongée. Agathe nous guidait, suivant les traces d'un animal qu'elle avait repéré le matin. Des empreintes à 3 doigts, profondes, espacées. Un théropode de taille moyenne, avait-elle estimé. Nous avons marché pendant 2 heures dans la forêt. La végétation était dense, étouffante. Des fougères arborescentes de 10 mètres de haut formaient une canopée secondaire sous les conifères géants. Des magnolias en fleurs embaumaient l'air. Des lianes épaisses pendaient des branches, rendant la progression difficile. La chaleur était intense. Notre équipement nous protégeait des pires effets, mais nous étions trempés de sueur. J'ai compris pourquoi les mammifères de cette époque étaient restés petits. Dans un tel environnement, la thermorégulation était un défi constant. Les dinosaures, avec leur physiologie intermédiaire, étaient mieux adaptés. Nous avons finalement trouvé ce que nous cherchions. Une clairière naturelle, créée par la chute d'un arbre géant. Et là, au centre, un spectacle extraordinaire. Un groupe de Dromaeosaurus. 6 individus, peut-être 7. Des prédateurs de taille moyenne, d'environ 2 mètres de long. Et ils étaient couverts de plumes, entièrement. Des plumes colorées, complexes, formant des motifs élaborés. Leurs bras portaient de véritables ailes, inutiles pour le vol, mais manifestement importantes pour autre chose. Ils chassaient. Ou plutôt, ils apprenaient à chasser. Car 3 d'entre eux étaient clairement des juvéniles, plus petits, aux couleurs moins vives. Les adultes leur montraient comment traquer une proie, comment se positionner, comment attaquer en coordination. J'ai observé leur comportement pendant près d'1 heure. Ils communiquaient par une série de cris aigus, de sifflements, de claquements. Leurs ailes servaient de signaux visuels, se déployant et se repliant pour transmettre des informations. Un langage corporel sophistiqué, comparable à celui de certains oiseaux sociaux modernes. À un moment, un des adultes a attrapé un petit mammifère, une créature ressemblant à un opossum. Au lieu de le manger, il l'a apporté aux juvéniles. Il l'a relâché devant eux, blessé mais vivant. Les jeunes se sont jetés dessus maladroitement, se bousculant, ratant leur cible plusieurs fois. L'adulte observait, patient, intervenant parfois pour rediriger un juvénile trop enthousiaste. C'était de l'éducation, de l'enseignement actif. Les dromaeosaures transmettaient leurs compétences de chasse à la génération suivante, un comportement que nous n'avions observé que chez les mammifères,
les plus intelligents et certains oiseaux. Théo était en extase. Il murmurait des comparaisons avec les suricates, les orques, les chimpanzés. Des animaux connus pour leur transmission culturelle. Nous étions en train de prouver que les dinosaures, ou du moins certains d'entre eux, possédaient des capacités cognitives bien supérieures à ce que nous avions imaginé. Le retour au camp fut difficile. La nuit tombait vite sous cette latitude, et nous nous sommes retrouvés à marcher dans l'obscurité. Agathe nous guidait avec assurance, mais je sentais la tension dans sa voix. La forêt, la nuit, n'était pas un endroit sûr. Nous avons entendu des bruits dans les buissons, des frôlements, des craquements. Quelque chose nous suivait. Plusieurs choses peut-être. Agathe a accéléré le pas. Nous avons presque couru sur le dernier kilomètre. Quand nous avons atteint le camp, j'ai compris ce qui nous avait traqués. Des yeux brillaient dans l'obscurité, juste au-delà du périmètre de nos lampes. Des dizaines de pères d'yeux, petits, rapprochés. Des créatures de la taille de dindons, couvertes de plumes sombres. Des troodons, probablement. Ou quelque chose de similaire. Ils n'ont pas attaqué. Ils sont restés là, à nous observer, pendant peut-être 1 heure. Puis se sont dispersés dans la nuit. Nous n'avons pas dormi beaucoup ce soir-là. 5e jour. J'ai sauté le 4e jour dans mes notes. Pas grand-chose à rapporter. Nous nous sommes reposés, avons organisé nos données, réparé du matériel endommagé par l'humidité. Aujourd'hui, Clara a fait une découverte majeure. En explorant une formation rocheuse à l'ouest du camp, elle a trouvé une couche de cendres volcaniques. Récente, très récente. Quelques années tout au plus, peut-être quelques mois. Cela confirmait nos soupçons sur l'activité volcanique. Le Crétacé supérieur était une période de grande instabilité géologique. Les trappes du Décan, en Inde actuelle, étaient en pleine éruption. Des millions de kilomètres cubes de lave se déversaient sur le sous-continent, libérant des quantités astronomiques de gaz toxiques dans l'atmosphère. Clara pensait que cette activité volcanique avait déjà commencé à affecter le climat global. Les températures étaient plus élevées que prévu, l'atmosphère plus chargée en dioxyde de carbone. Les écosystèmes étaient sous pression. Lara, mais l'astéroïde qui allait frapper bientôt n'était peut-être que le coup de grâce d'un monde déjà fragilisé. Cette pensée m'a troublé plus que je ne veux l'admettre. En regardant autour de moi, je voyais un monde florissant, plein de vie, d'une diversité stupéfiante. Et pourtant, ce monde était condamné. Dans quelques milliers d'années, peut-être moins, tout cela allait disparaître. Les dinosaures que nous observions, les plantes que nous touchions, les insectes qui bourdonnaient autour de nous, tous allaient mourir. L'extinction. Le mot prend un sens différent quand on la voit approcher. L'après-midi, nous avons suivi la rivière vers le nord. Agathe avait repéré des traces inhabituelles, des empreintes de grande taille avec une forme distinctive. Elle pensait qu'il s'agissait d'un ankylosaurus. Nous l'avons trouvé au bout d'1 heure de marche. Il était allongé au bord de l'eau, à moitié immergé. Un animal massif, blindé, ressemblant à un temps vivant. Sa carapace osseuse était couverte d'épines et de nodules, formant une armure presque impénétrable. Au bout de sa queue, une massue de kératin et d'os, capable de broyer les os d'un prédateur imprudent. Mais quelque chose n'allait pas. L'animal était immobile. Sa respiration était laborieuse, sifflante. En nous approchant prudemment, nous avons vu du sang sécher sur ses flancs. Des blessures profondes, des griffures parallèles. Il avait été attaqué. Théo a suggéré que nous tentions de l'aider. J'ai refusé. Notre mission était d'observer, pas d'interférer. Nous ne savions pas quelles conséquences nos actions pourraient avoir sur le cours de l'histoire. Un animal sauvé aujourd'hui pourrait changer tout un écosystème demain. C'est là que nous avons eu notre premier véritable conflit d'équipe. Théo était furieux. Il ne comprenait pas comment nous pouvions rester là, à regarder un animal souffrir sans rien faire. Clara était plus mesurée, mais elle aussi semblait mal à l'aise. Seule Agathe me soutenait. Elle comprenait la nécessité de la non-intervention. Nous sommes restés là pendant 2 heures, à observer l'ankylosaurus mourir lentement. Ses yeux, d'un brun profond, nous fixaient sans hostilité. Il ne comprenait pas ce que nous étions, ces petites créatures bipèdes qui le regardaient. Il comprenait seulement la douleur, et peut-être, vers la fin, une forme de paix. Quand il a expiré son dernier souffle, Théo s'est détourné sans un mot. Il n'a pas parlé de tout trajet retour. Cette nuit-là, je l'ai entendu pleurer dans sa tente. Je comprends sa réaction. Je la partage,
Même si je ne peux pas me permettre de la montrer, je suis le chef de cette expédition. Je dois prendre les décisions difficiles, mais chaque décision laisse une marque, une cicatrice invisible que je porte en silence. 7e jour. Nous avons découvert un site de nidification. C'était dans une zone dégagée, à environ 3 kilomètres du camp. Des dizaines de monticules de terre et de végétation en décomposition disposés en cercle concentrique. Et sur chacun de ces monticules, des œufs. Des dizaines d'œufs de différentes tailles, des œufs de dinosaures. J'ai dû m'asseoir un moment pour absorber ce que je voyais. Toute ma carrière, j'avais étudié des coquilles fossilisées, des fragments des reconstructions hypothétiques. Et maintenant, j'avais devant moi des œufs vivants, certains sur le point d'éclore. Les adultes étaient là aussi. Des Mayasauras, les bons parents lézards. Des sadrosaures de taille moyenne, connus pour leurs soins parentaux exceptionnels. Ils allaient et venaient entre les nids, apportant de la nourriture, ajustant la couverture végétale pour maintenir une température constante. Clara a mesuré la température d'un nid abandonné. Exactement 32 degrés. La chaleur provenait de la fermentation de la matière végétale, comme dans un tas de compost. Les Mayasauras avaient découvert l'incubation passive des millions d'années avant nous. Nous avons observé une éclosion. Un œuf qui tremblait, qui se fissurait lentement. Un petit bec qui perçait la coquille, suivi d'une tête minuscule, couverte de duvet. Le nouveau-né émettait des piaulements aigus, appelant sa mère. Elle est venue immédiatement, le nettoyant avec son bec, lui régurgitant de la nourriture prédigérée. Les similitudes avec les oiseaux modernes étaient frappantes. Les mêmes comportements, les mêmes instincts, les mêmes instincts, les mêmes instincts. Les dinosaures n'étaient pas les monstres froids et distants de notre imaginaire. C'étaient des créatures complexes, émotives, attachées à leur progéniture. Théo a enregistré les vocalisations des petits et des adultes. Il a identifié au moins une douzaine de sons distincts, chacun semblant avoir une fonction spécifique. Un appel pour la nourriture, un autre pour signaler un danger, un troisième pour maintenir le contact avec le groupe. Un langage rudimentaire, peut-être, mais un langage quand même. Nous avons passé 3 jours près du site de nidification. 3 jours d'observation intensive, de collecte de données, d'émerveillement constant. J'ai rempli des carnets entiers de notes, de croquis, de réflexions. C'est là que j'ai commencé à ressentir quelque chose d'étrange. Une forme de connexion avec ces créatures. Une empathie qui dépassait la simple curiosité scientifique. Je les regardais vivre, aimer, protéger leurs petits. Et je voyais quelque chose de nous, de l'humanité. De ce qui fait de nous des êtres vivants. 12e jour. Le temps passe différemment ici. Les journées sont longues, les nuits courtes. Le rythme de la nature impose le sien. Nous nous levons avec le soleil, nous nous couchons quand il disparaît. Nos montres sont devenues des objets curieux, des reliques d'un autre temps. Aujourd'hui, nous avons exploré la zone marécageuse à l'est. Un environnement complètement différent, humide, boue, grouillant de gîte. Des crocodiles géants se prélassaient sur les berges. Des tortues de la taille de voitures nageaient lentement dans les eaux troubles. Des poissons primitifs sautaient à la surface, attrapant des insectes au vol. Et des ptérosaures. Des dizaines de ptérosaures de toute taille, volant au-dessus des marées. Les plus grands avaient des envergures de 8 à 10 mètres. Leurs ombres passaient sur nous comme des nuages vivants. J'ai eu la chance d'observer un de près, un Quetzalcoatlus probablement, ou un genre apparenté. Il s'est déposé sur un promontoire rocheux, à peut-être 50 mètres de nous. Debout, il faisait la taille d'une girafe. Sa tête allongée, surmontée d'une crête osseuse, se tournait dans notre direction. Il nous regardait. Je suis certain qu'il nous regardait. Ses yeux, d'un jaune ambré, semblaient évaluer ce que nous étions. Puis il a déployé ses ailes, a pris quelques pas maladroits, et s'est élancé dans les airs avec une grâce surprenante. Les ptérosaures n'étaient pas des dinosaures, techniquement. C'étaient des cousins, des archosaures comme eux, mais évoluant sur une branche parallèle. Et pourtant ils partageaient ce mode, ces cieux, cette époque. Ils allaient disparaître avec les autres, victimes du même cataclysme. Dans le marais, nous avons aussi trouvé des mammifères. Petits, furtifs, nocturnes pour la plupart. Ils se cachaient dans les terriers, sous les racines, dans les creux des arbres. Des créatures ressemblant à des musaraignes, des opossums, des rats. Nos ancêtres, en quelque sorte, les survivants qui allaient hériter de la terre. Je me suis demandé ce qu'ils pensaient de nous.
Ces petites créatures qui devaient fuir les dinosaures se terraient dans l'ombre, attendre que le monde change. Savaient-ils, d'une manière ou d'une autre, que l'horreur viendrait? Probablement pas. Ils vivaient simplement, survivaient, se reproduisaient. Le futur n'existait pas pour eux. Seulement le présent, seulement l'instant. 15e jour. Théo est malade. Une fièvre soudaine, des frissons, des nausées. Nous pensons qu'il a été piqué par un insecte porteur d'un pathogène inconnu. Nos corps ne sont pas adaptés aux microbes de cette époque. Nous avons des antibiotiques, des antiviraux, mais ils sont conçus pour des maladies modernes. Contre les infections du Crétacé, nous sommes vulnérables. Clara et Agathe s'occupent de lui pendant que je continue les observations. Je me sens coupable de ne pas rester à son chevet, mais nous n'avons que 6 mois. Chaque jour compte. J'ai découvert quelque chose d'intéressant près du camp. Une zone où la végétation est différente. Des plantes à fleurs, des angiospermes, poussant en abondance. À cette époque, les plantes à fleurs sont encore relativement nouvelles. Elles ont commencé à se diversifier au Crétacé inférieur, mais ici, dans le Maastrichtien, elles sont en pleine expansion. J'ai observé les interactions entre ces plantes et les insectes. Des abeilles primitives, des papillons, des coléoptères, tous attirés par les fleurs. Une coévolution en action, un partenariat qui allait transformer le monde. Les angiospermes allaient survivre à l'extinction. Elles allaient prospérer, se diversifier, dominer les écosystèmes terrestres. Et avec elles, les insectes pollinisateurs, les oiseaux frugivores, tous ceux qui avaient lié leur destin au leur. La sélection naturelle est impitoyable, mais elle n'est pas sans logique. Ceux qui s'adaptent survivent, ceux qui ne le peuvent pas disparaissent. Les dinosaures, malgré leur règne de 160 millions d'années, n'ont pas pu s'adapter au changement brutal qui approchait. Mais les fleurs, les mammifères, les oiseaux, eux, l'ont fait. 18e jour. Théo va mieux. La fièvre est tombée. L'appétit est revenu. Nous avons eu peur, vraiment peur. Vraiment peur, vraiment peur. Si nous l'avions perdu ici, à 66 millions d'années de tout hôpital, de tout secours, je ne sais pas comment nous aurions réagi. Pour fêter sa guérison, nous avons organisé une petite expédition. Une randonnée vers un plateau rocheux que Clara avait repéré depuis notre arrivée. Elle pensait y trouver des affleurements géologiques intéressants, peut-être des traces de l'activité volcanique qu'elle étudiait. La montée a été difficile. La chaleur, l'humidité, le terrain accidenté. Mais la vue depuis le sommet en valait la peine. Nous dominions un paysage immense. Des forêts à perte de vue, entrecoupées de rivières serpentantes, de lacs miroitants, de prairies vertes. À l'horizon, des montagnes bleues, peut-être des volcans. Le ciel était strié de nuages roses et oranges, le soleil déclinant vers l'ouest. Et partout, la vie. Des troupeaux se déplaçant lentement dans les plaines, des oiseaux, ou ce qui leur ressemblait, volant en formation. Des silhouettes massives se détachant sur les collines lointaines. Un monde plein, vibrant, en équilibre. Clara a trouvé ce qu'elle cherchait. Une couche de basalte relativement récente. La preuve que des éruptions volcaniques avaient eu lieu dans la région il n'y a pas si longtemps. Elle a prélevé des échantillons, pris des mesures, fait des calculs. Ses conclusions étaient troublantes. L'activité volcanique s'intensifiait. Les trappes du déclin entraient dans leur phase la plus active. Dans les années à venir, peut-être les décennies, des quantités massives de lave allaient être libérées. L'atmosphère allait se charger de soufre, de dioxyde de carbone, de cendres. Le climat allait se dérégler. Les écosystèmes allaient être perturbés. Et puis, l'astéroïde. Clara estimait que nous étions à moins de 1000 ans de l'impact. Peut-être beaucoup moins. Les signes étaient là, invisibles pour les créatures qui vivaient ce temps, mais évidents pour nous qui connaissions la fin de l'histoire. Cette nuit-là, sur le plateau, nous avons dormi sous les étoiles. Le ciel était d'une clarté stupéfiante, sans pollution lumineuse, sans avions, sans satellites. La Voie lactée s'étirait d'un horizon à l'autre, un fleuve de lumière traversant l'infini. Quelque part là-haut, un rocher de 10 kilomètres de diamètre voyageait dans l'espace. Il avait quitté la ceinture d'astéroïdes des millions d'années plus tôt, attiré par les perturbations gravitationnelles de Jupiter. Il suivait maintenant une trajectoire qui l'amènerait vers nous, vers ce monde, vers cette vie. Il ne savait pas ce qu'il allait détruire. Il n'était qu'un morceau de roche, sans conscience, sans intention. Et pourtant il allait changer le cours de l'évolution, mettre fin à une ère, en commencer une autre.
Je me suis demandé si je pourrais le voir, si nous restions assez longtemps. Un point brillant dans le ciel, grossissant jour après jour. Un présage de la fin que personne ne saurait lire. Un deuxième jour, la routine s'est installée. Nous nous levons tôt, petit déjeunons rapidement, partons en observation. Midi, nous mangeons ce que nous avons apporté. Après-midi, nous continuons les relevés. Soir, nous revenons au camp, dînons, discutons de nos découvertes, dormons. C'est une vie simple, dans un certain sens. Loin des complications du monde moderne, des emails, des réunions, des obligations sociales. Juste nous quatre, la nature et le temps. Aujourd'hui, j'ai une expérience que je ne suis pas sûr de pouvoir décrire correctement. J'étais seul, assis sur un rocher, observant un groupe de Pachycephalosaurus. Ces dinosaures au crâne épaissi, dont nous pensions qu'ils se battaient en se cognant la tête comme des béliers. Ils ne le faisaient pas, ou du moins, pas comme nous l'imaginions. Ils utilisaient leur crâne renforcé pour des démonstrations, des parades. Ils s'approchaient l'un de l'autre, baissaient la tête, poussaient doucement. Un test de force peut-être, mais sans violence réelle. Puis ils se séparaient, et le vaincu s'éloignait sans blessure. J'étais tellement absorbé par cette observation que je n'ai pas remarqué l'approche d'un autre animal. Quand je l'ai vu, il était à moins de 10 mètres de moi. Un Tesselosaurus. Un petit ornithopode, pas plus grand qu'un gros chien. Herbivore, inoffensif. Il me regardait avec curiosité, la tête penchée sur le côté. Ses yeux étaient grands, expressifs, intelligents. Nous sommes restés ainsi pendant peut-être 5 minutes. Lui me regardant, moi le regardant. Deux êtres séparés par 66 millions d'années d'évolution, partageant un moment de connexion. Puis il a fait quelque chose d'extraordinaire. Il s'est approché. Lentement, prudemment, mais délibérément. Il s'est arrêté à 1 mètre de moi, a tendu le cou et a reniflé ma main. Son souffle était chaud, humide. Sa peau, quand elle a effleuré mes doigts, était douce, presque soyeuse. Il a émis un petit son, un genre de ronronnement, et s'est laissé toucher. J'ai caressé un dinosaure. Je ne peux pas expliquer ce que j'ai ressenti à ce moment. Une joie pure, enfantine, mélangée à une tristesse profonde. Je touchais un être qui n'existait plus, qui n'avait jamais existé pour l'humanité. Un fantôme vivant, un rêve devenu réel. Le Tesselosaurus est resté avec moi pendant une dizaine de minutes. Puis il s'est éloigné, rejoignant un petit groupe de congénères qui broutaient non loin. Il s'est retourné une fois, m'a regardé, puis a disparu dans les fougères. Je n'ai parlé de cet incident à personne. C'est mon secret, mon trésor. 28e jour. Nous avons presque 1 mois de données, des centaines d'heures d'enregistrement, des milliers de photos, des dizaines de carnets remplis de notes. Assez pour révolutionner la paléontologie, pour réécrire des livres entiers, pour changer notre compréhension de la vie sur Terre. Et pourtant, je me sens étrangement vide. Plus j'en apprends sur ce monde, plus je réalise tout ce que nous ne savons pas, ne saurons jamais. Nous n'avons exploré qu'une infime partie de ce continent, à une infime période de l'histoire. Combien de merveilles nous avons ratées. Combien de mystères resteront non résolus. Clara a fait une nouvelle découverte troublante. En analysant les échantillons d'air qu'elle a prélevés, elle a détecté une augmentation significative du dioxyde de soufre atmosphérique. Les émissions volcaniques s'intensifiaient. Le climat commençait à changer. Elle a aussi noté des anomalies dans la végétation. Certains arbres montraient des signes de stress, des feuilles jaunissantes, des croissances anormales. Les pluies, légèrement acides, commençaient à affecter les écosystèmes. Le compte à rebours avait commencé. Le monde que nous observions n'était plus en équilibre. Il basculait, lentement mais sûrement, vers la catastrophe. 35e jour. Nous avons eu notre première vraie frayeur aujourd'hui. Nous explorions une zone que nous n'avions pas encore visitée, une vallée encaissée au nord du camp. La végétation y était particulièrement dense, limitant la visibilité. Agathe nous guidait comme toujours, attentive aux moindres signes de danger. Elle a vu le nid avant nous. Un amas de branches et de terre, d'environ 3 mètres de diamètre. Et sur ce nid, endormie, une femelle Tyrannosaurus. Nous nous sommes figés. Elle était à moins de 20 mètres, assez près pour que je voie ses flancs se soulever au rythme de sa respiration, assez près pour sentir son odeur, un mélange musqué de viande et de terre humide. Agathe a fait signe de reculer. Lentement, silencieusement. Nous avons commencé à nous éloigner, pas à pas, retenant notre souffle. Théo a marché sur une branche. Le craquement a résonné comme un coup de tonnerre. La tyrannosaure s'est réveillée instantanément.
Elle s'est dressée sur ses pattes, dominant le paysage de sa masse énorme. Ses yeux se sont fixés sur nous. Je ne sais pas combien de temps a duré ce moment. Une seconde, peut-être deux. Une éternité. Elle a ouvert la gueule, a émis un grondement sourd, menaçant. Puis elle a chargé. Agathe a réagi avant nous tous. Elle a sorti une fusée de détresse de son sac, l'a allumée, l'a lancée vers l'animal. La lumière aveuglante et le sifflement strident ont surpris la tyrannosaure. Elle s'est arrêtée net, désorientée. Nous avons couru, plus vite que je n'avais jamais couru. Nous avons traversé la végétation sans regarder où nous mettions les pieds, dévalant la pente, trébuchant, nous relevant, continuant. La tyrannosaure ne nous a pas suivis. Plus tard, en y repensant, j'ai compris pourquoi. Elle protégeait son nid. Elle ne pouvait pas l'abandonner, pas même pour chasser des intrus. Ses œufs, ses futurs petits, passaient avant tout. Cette nuit-là, nous avons dormi en groupe, les tentes rapprochées, un feu brûlant au centre. Personne n'a vraiment fermé l'œil. 40e jour. Le temps file. Nous avons passé le cap des 6 semaines. Il nous reste moins de 4 mois avant le retour obligatoire. Les relations au sein de l'équipe ont évolué. Nous nous connaissions avant cette expédition bien sûr, mais vivre ensemble, jour après jour, dans des conditions aussi intenses, crée des liens différents, plus profonds, plus vrais. Clara et moi passons de longues soirées à discuter, de science bien sûr, mais aussi de philosophie, de vie, de mort. Elle me parle de son père, géologue lui aussi, qui lui a transmis sa passion pour les roches. Je lui parle de ma première découverte, un fragment de crâne d'Allosaurus, quand j'avais 12 ans. Théo et Agathe se sont approchés aussi. Lui, le scientifique enthousiaste, elle, la survivante pragmatique. Ils se complètent d'une manière inattendue. Elle lui apprend la prudence. Il lui apprend l'émerveillement. Nous formons une famille, maintenant. Une petite tribu perdue dans le temps, partageant une expérience que personne d'autre ne comprendra jamais. 45e jour. J'ai passé la journée seul, à observer les étoiles. Enfin, pas tout à fait seul. Un groupe de petits dinosaures, des ornithomimosaures, a établi son territoire près du camp. Ils nous ont acceptés comme partie du paysage, ne fuyant plus quand nous passons près d'eux. Les ornithomimosaures ressemblent à des autruches. Long cou, petite tête, longues pattes. Ils courent incroyablement vite, capables de distancer n'importe quel prédateur. Leur régime alimentaire semble omnivore. Ils mangent des insectes, des petits lézards, des fruits, des graines. J'ai observé leurs interactions sociales. Ils vivent en groupes hiérarchisés, avec des individus dominants et des subordonnés. Les dominants mangent en premier, choisissent les meilleurs endroits pour dormir, ont priorité pour l'accouplement. Les subordonnés attendent, servent de sentinelles, avertissent le groupe en cas de danger. Ce système m'a rappelé celui de nombreux os sociaux. Les corbeaux, les perroquets, les pieds. Des descendants lointains de ces ornithomimosaures, peut-être pas directement, mais partageant des stratégies comportementales similaires. L'évolution répète souvent les mêmes solutions. Les problèmes de la vie en groupe, de la recherche de nourriture, de la protection contre les prédateurs, ont été résolus de manière convergente par des lignées très différentes. Ce que je voyais ici, au Crétacé, je pouvais le retrouver chez les animaux modernes, à fil continu traversant les airs reliant le passé au présent. 50e jour. Quelque chose a changé dans l'atmosphère. Je ne parle pas métaphoriquement. L'air lui-même est différent. Plus lourd, plus chargé. Le ciel a pris une teinte légèrement jaunâtre, surtout au crépuscule. Clara confirme mes observations. Les niveaux de particules en suspension ont augmenté. Les émissions volcaniques atteignent des sommets. Quelque part sur ce continent ou sur un autre, des éruptions majeures sont en cours. La faune semble le sentir aussi. Les animaux sont plus nerveux, plus agités. Les troupeaux se déplacent plus fréquemment, comme s'ils cherchaient de meilleurs pâturages. Les prédateurs sont plus audacieux, prenant plus de risques pour capturer des proies. Un signe avant-coureur, peut-être, le monde qui presse sa propre fin. 55e jour. Nous avons fait une découverte extraordinaire. Un site d'empreintes parfaitement préservé dans la boue durcie d'un ancien lit de rivière. Des dizaines de pistes entrecroisées, superposées. Des empreintes de toute taille, de toute forme. Des herbivores et des carnivores, des adultes et des juvéniles. Un instantané fossilisé d'un moment de vie figé dans la pierre. J'ai passé la journée entière à analyser ces traces. J'ai reconstitué les mouvements, les comportements. Ici, un troupeau d'hadrosaures traversant la rivière.
Là, un prédateur solitaire les suivant à distance. Plus loin, des petits dinosaures courant en groupe, peut-être fuyant un danger. Les empreintes racontent des histoires. Chaque trace est un mot, chaque piste une phrase, chaque site un récit complet. Les paléontologues ont appris à lire ces histoires à partir de fossiles. Mais être là, voir les traces fraîches, suivre les animaux qui les ont laissées, c'est passer de la lecture à l'écriture. Clara a trouvé quelque chose d'inhabituel, des empreintes de pas humains, nos propres traces mêlées à celles des dinosaures, une image surréaliste, impossible et pourtant réelle. Elle a pris des photos, beaucoup de photos. Elle disait que personne ne croirait jamais cela. Des pieds d'Homo sapiens marchant à côté de pattes de Triceratops. Une anomalie temporelle gravée dans la roche. 60e jour, 2 mois. Nous avons passé 2 mois dans le Crétacé. Il nous reste 4 mois. Le temps s'accélère, ou du moins c'est l'impression que j'ai. Aujourd'hui, nous avons observé quelque chose de rare. Un combat entre 2 tyrannosaures mâles. Pas un affrontement territorial comme nous l'avions vu auparavant, mais une véritable bataille pour une femelle. Ils étaient de taille similaire, peut-être 11 mètres chacun. Leur corps portait les cicatrices de combats passés, des entailles sur les flancs, des morsures sur les membres, des vétérans, des survivants. Le combat a commencé par des parades, des rugissements, des gonflements de poitrine, des expositions de dents. Chacun essayait d'intimider l'autre, de le faire reculer sans avoir à se battre réellement. Mais aucun n'a cédé. Ils se sont finalement affrontés, se percutant de tout leur poids. Le choc a fait trembler le sol. Ils ont mordu, griffé, poussé. Le sang a coulé. Au bout de 10 minutes, l'un des deux a abandonné. Il s'est détourné, a couru poursuivi sur quelques centaines de mètres par le vainqueur. Puis le vainqueur est revenu vers la femelle, qui attendait patiemment. Il a paradis devant elle, gonflant ses plumes, émettant des sons graves. Elle l'a accepté. La violence et la tendresse si proches. Le combat sanglant suivi immédiatement par la parade nuptiale. C'était brutal, primitif et pourtant étrangement beau. La vie dans sa forme la plus pure, sans artifice, sans prétention. 70e jour. La situation se dégrade. Pas pour nous, pas encore, mais pour le monde autour de nous. Les éruptions volcaniques se sont intensifiées. Nous voyons maintenant des panaches de fumée à l'horizon, des lueurs rougeâtres dans la nuit. L'air est de plus en plus difficile à respirer. Nous portons des masques la plupart du temps. La végétation souffre. Les feuilles jaunissent tombent. Les fleurs se fanent prématurément. Les rivières charrient des sédiments grisâtres chargés de cendres. Les animaux souffrent aussi. Nous avons trouvé des cadavres ces derniers jours. Des herbivores principalement, morts de malnutrition ou de maladies respiratoires. Les prédateurs profitent de cette manne, mais même eux semblent affaiblis. Clara pense que nous approchons d'un seuil critique. Les émissions volcaniques ont atteint un niveau où elles commencent à affecter sérieusement les écosystèmes. Le climat se réchauffe, les pluies deviennent plus acides, la chaîne alimentaire se déséquilibre. Et ce n'est que le début. L'astéroïde n'a pas encore frappé. Le pire est à venir. 75e jour. Nous avons pris une décision difficile. Nous allons rester plus longtemps que prévu. Nous voulons voir ce qui va se passer, documenter la dégradation, comprendre le processus de l'extinction. C'est risqué. Nos réserves diminuent, notre équipement s'use, notre santé décline. Mais c'est l'opportunité scientifique d'une vie, d'un millénaire. Personne n'a jamais observé une extinction de masse en temps réel. Personne ne le fera peut-être jamais. Théo était le plus enthousiaste. Il voulait rester jusqu'à la fin, voir l'astéroïde tomber, documenter le cataclysme. J'ai dû lui rappeler que nous ne survivrions pas à l'impact, que personne ne survivrait. Agathe était plus réservée. Elle s'inquiétait pour notre sécurité, pour notre capacité à revenir si les choses tournaient mal. J'ai partagé ses inquiétudes, mais j'ai aussi reconnu l'importance de ce que nous faisions. Clara a tranché. Elle a proposé un compromis. Nous resterions jusqu'à ce que les conditions deviennent vraiment dangereuses, puis nous partirions. Pas un jour de plus, pas un jour de moins. J'ai accepté. Nous avons tous accepté, nous resterions. 80e jour. Le ciel est devenu clé en permanence. Le soleil perce à peine à travers les couches de cendres et de fumée. Les températures ont chuté de plusieurs degrés, malgré l'effet de serre du dioxyde de carbone. Les animaux meurent en nombre. Nous trouvons des cadavres chaque jour, parfois des dizaines.
Les herbivores d'abord privés de nourriture, puis les prédateurs privés de proie. Un effondrement en cascade inexorable. Les survivants se regroupent autour des dernières zones de végétation saine. Les rivalités territoriales ont disparu. Tyrannosaures et Triceratops coexistent dans les mêmes clairières, trop affaiblis pour se battre. C'est un spectacle terrible et fascinant. Un monde qui s'éteint lentement, progressivement. Pas dans une explosion soudaine, mais dans un long déclin. Une agonie qui dure des années, peut-être des décennies. J'ai pleuré plusieurs fois ces derniers jours. Je ne sais pas si c'est la fatigue, le stress, ou simplement l'accumulation d'émotions. Clara m'a trouvé un matin, assis devant un cadavre d'ornithomimosaure, les joues mouillées de larmes. Elle n'a rien dit. Elle s'est assise à côté de moi et m'a pris la main. Nous sommes restés ainsi jusqu'à ce que le soleil se lève. 85e jour. Nous avons eu une discussion importante ce soir. Une discussion sur l'intervention. Théo a posé la question directement. Pourrions-nous faire quelque chose, n'importe quoi? Sauver quelques individus, les emmener avec nous, préserver leur lignée. J'ai compris son raisonnement. L'idée de laisser ces créatures mourir, alors que nous avions le pouvoir de les sauver, était insupportable. Nous étions là, témoins impuissants d'une catastrophe. Pourquoi ne pas agir? Clara a argumenté contre eux. Si nous changions le cours de l'histoire, quelles seraient les conséquences? Les dinosaures sauvés pourraient se reproduire, évoluer, modifier tout l'écosystème. Les mammifères pourraient ne jamais hériter de la Terre. L'humanité pourrait ne jamais exister. Un paradoxe temporel, peut-être, ou peut-être pas. Nous ne comprenions pas assez la physique du voyage dans le temps pour savoir. Agathe a apporté une perspective différente. Même si nous voulions sauver des animaux, comment le ferions-nous? Nos ressources étaient limitées. Nous pourrions peut-être transporter quelques petits spécimens, rien de plus. Et qui déciderait lesquels? Qui jouerait à Dieu? À la fin, nous avons décidé de ne rien faire. De rester observateurs, documenteurs, témoins. De respecter le cours de l'histoire, aussi douloureux soit-il. C'était la bonne décision, je pense. Mais elle me hante encore. 90e jour, 3 mois. La moitié de notre temps est écoulée. La moitié de notre temps reste. Le monde continue de se dégrader. Les éruptions volcaniques ont atteint leur paroxysme. Des explosions massives secouent régulièrement le sol, même à des centaines de kilomètres de distance. Nous avons vu des coulées de lave à l'horizon, un fleuve de feu descendant les pentes d'une montagne lointaine. La nuit, le ciel rougeoie, illuminé par les flammes. Les animaux survivants se sont adaptés tant bien que mal. Ils mangent ce qu'ils trouvent, de l'écorce, des racines, des cadavres. Les comportements ont changé. Les herbivores sont devenus opportunistes, les carnivores charognards. Nous avons observé un tyrannosaurus dévorer le cadavre d'un ankylosaurus. Pas une proie qu'il aurait tuée, un corps qu'il avait trouvé. Le roi des prédateurs réduit à manger des charognes. Un symbole de la déchéance de ce monde. 95e jour. Clara est tombée malade à son tour. Les mêmes symptômes que Théo il y a 2 mois. Fièvre, frissons, nausées. Nous la soignons comme nous pouvons, mais nos médicaments s'épuisent. Elle délire parfois. Elle parle de son père, de son enfance, de roches et de fossiles. Elle m'appelle par le nom de quelqu'un d'autre, quelqu'un que je ne connais pas. Théo et moi nous relayons à son chevet. Agathe maintient le camp, nous protège, nous nourrit. Nous fonctionnons au minimum, survie mode activé. J'écris ces lignes à la lueur d'une lampe, écoutant la respiration difficile de Clara. Le monde extérieur n'existe plus. Il n'y a que cette tante, cette femme malade se combat pour la vie. 100e jour. Clara va mieux. La fièvre est tombée hier. Elle mange un peu, dort beaucoup. Elle devrait être sur pied dans quelques jours. Nous avons eu de la chance. Vraiment de la chance. Si sa maladie avait été plus grave, si nos médicaments n'avaient pas fonctionné, je ne sais pas ce que nous aurions fait. Pendant qu'elle était malade, j'ai beaucoup réfléchi. À notre mission, à son sens, à ce que nous faisons ici. Nous documentons une extinction. Nous accumulons des données sur la mort d'un monde. Est-ce vraiment utile? Est-ce vraiment ce que la science devrait faire? J'ai conclu que oui. Comprendre la mort, c'est aussi comprendre la vie. Les extinctions font partie de l'histoire de la Terre. Elles ont façonné l'évolution, permis l'émergence de nouvelles formes de vie. Sans l'extinction des dinosaures, les mammifères n'auraient jamais pu se diversifier. Sans cette diversification, l'humanité n'existerait pas. Nous devons notre existence à la catastrophe que nous observons. C'est une pensée vertigineuse. 110e jour. Le monde continue de mourir. Plus lentement maintenant. Les éruptions se sont calmées, mais les dégâts sont faits. L'atmosphère est empoisonnée, les sols appauvris,
les écosystèmes effondrés. Nous ne voyons presque plus d'animaux vivants. Quelques survivants isolés, affaiblis, condamnés. Ils erraient comme des fantômes dans un paysage de cendres et de morts. Clara a repris ses analyses. Elle estime que la biomasse totale a chuté de plus de 80% depuis notre arrivée. 80% de la vie disparue en moins de 4 mois. Un effondrement sans précédent. Et pourtant, ce n'est pas l'extinction finale. L'astéroïde n'a pas encore frappé. Il reste le coup de grâce, le cataclysme ultime qui achèvera ce que les volcans ont commencé. 120e jour. Nous avons pris la décision de partir. Pas tout de suite, mais bientôt. Les conditions deviennent trop dangereuses. L'air est irrespirable sans masque. La nourriture se fait rare, notre santé décline. Nous avons encore 1 mois avant la fenêtre de retour. 1 mois pour collecter les dernières données, faire les dernières observations, dire adieu à ce monde. Je ressens une étrange mélancolie. Malgré tout, malgré la mort omniprésente, j'aime ce lieu. J'ai passé 4 mois ici, plus longtemps que dans n'importe quel site de fouille. J'ai vu des choses que personne n'a vues, vécu des expériences que personne ne vivra jamais. Comment rentrer après cela? Comment reprendre une vie normale, enseigner, publier, participer à des conférences? Tout me semblera fade, dérisoire, insignifiant. 130e jour. Nous avons fait notre dernière grande expédition. Une marche vers le site de nidification que nous avions découvert au début de notre séjour. Je voulais voir ce qu'il en restait. Rien. Les nids étaient abandonnés, détruits par les intempéries. Les œufs étaient morts, jamais éclos, ou éclos pour donner naissance à des petits qui n'avaient pas survécu. Les adultes avaient disparu, morts ou enfuis vers des cieux plus cléments. J'ai ramassé un fragment de coquille. Un souvenir. Un morceau de vie préservé au milieu de tant de morts. Sur le chemin du retour, nous avons croisé un tricératops. Seul, malade, probablement mourant. Il nous a regardés passer sans réagir. Ses yeux, autrefois vifs, étaient ternes, voilés. Théo a voulu s'approcher. Je l'ai laissé faire. Il s'est assis près de l'animal, a posé sa main sur son flanc. Le tricératops n'a pas bougé. Il respirait lentement, difficilement. Théo est resté là pendant 1 heure. Quand il nous a rejoints, il avait les yeux rouges. Il n'a rien dit. Il n'avait pas besoin de dire quoi que ce soit. 140e jour. Le compte à rebours final a commencé. 10 jours avant le retour. 10 jours pour boucler nos travaux, emballer nos échantillons, préparer notre départ. Clara a compilé toutes nos données. Des téraoctets d'informations, d'enregistrements, d'images, de mesures. De quoi alimenter des décennies de recherche. De quoi réécrire l'histoire de la vie sur Terre. Théo a préparé ses analyses comportementales. Des conclusions révolutionnaires sur l'intelligence des dinosaures, leur communication, leur vie sociale. Des preuves que ces créatures étaient bien plus complexes que ce que nous imaginions. Agathe a documenté notre survie. Les techniques qui ont fonctionné, celles qui ont échoué. Un manuel pour les futures expéditions, si d'autres sont jamais envoyées. Et moi, j'écris ce journal. Mon témoignage personnel, subjectif, émotionnel. Une histoire parmi d'autres, mais la mienne. 145e jour, 5 jours. Le ciel s'est éclairci un peu ces derniers jours. Les éruptions se sont calmées. La nature semble reprendre son souffle, comme avant une nouvelle tempête. Nous avons vu des signes de vie. Des petits mammifères sortant de leur terrier. Des oiseaux primitifs volant entre les arbres morts. Des insectes bourdonnant autour des rares fleurs survivantes. La vie persiste. Même dans les pires conditions, même au bord de l'anéantissement, elle trouve un chemin. Darwin avait raison. La sélection naturelle favorise les adaptés, les résilients, les opportunistes. Ce sont eux qui hériteront de ce monde dévasté. 148e jour, 2 jours. Nous avons commencé à démonter le camp. Tentes pillées, équipements rongés, déchets enterrés. Nous ne voulons laisser aucune trace de notre passage. Aucune anomalie pour perturber le cours de l'histoire. C'est étrange de faire cela, de tout effacer, comme si nous n'avions jamais été là. 4 mois et demi de vie, d'expérience, de souvenirs, réduits à néant. Et pourtant, ce n'est pas tout à fait vrai. Nous emportons quelque chose avec nous. Des données, bien sûr, mais aussi quelque chose de plus intangible. Une compréhension, une sagesse, une humilité. Nous avons vu un monde mourir. Nous avons touché la fragilité de la vie, la puissance des forces qui la façonnent et la détruisent. Nous rentrons différents. Changés. Marqués. 149e jour, dernier jour.
Je suis assis sur le rocher où j'ai passé tant d'heures à observer. Le soleil se lève à travers les brumes pâles et diffus. Le paysage est silencieux, immobile. Un monde en attente. Dans quelques heures, la fenêtre temporelle s'ouvrira. Nous activerons notre équipement de retour. Une lumière aveuglante, une sensation de chute, et nous serons partis. De retour dans notre époque, notre monde, notre vie. Je ne sais pas ce que je ressens. Du soulagement certainement, de la fatigue, de la tristesse aussi, beaucoup de tristesse. Je laisse derrière moi quelque chose que j'ai aimé, même si ce quelque chose est condamné à disparaître. Clara me rejoint. Elle s'assoit à côté de moi, en silence. Nous regardons le soleil monter ensemble. Théo et Agathe nous appellent, il est temps. L'heure du départ a sonné, je me lève, je jette un dernier regard sur ce monde. Je murmure quelques mots, une prière peut-être, ou une promesse. Je ne sais pas pour qui, pourquoi. Puis je me détourne et je marche vers le futur, retour au présent. Le choc a été violent. Pas physiquement, nos corps ont supporté le transit sans dommage. Mais psychologiquement, émotionnellement, le contraste était brutal. Nous avons émergé dans le laboratoire suisse, entourés de techniciens, de scientifiques, de journalistes. Des flashs de caméras, des questions criées, des applaudissements, une cacophonie assourdissante après le silence du Crétacé. J'ai mis des jours à m'habituer, au bruit constant, à la lumière artificielle, aux odeurs de la civilisation. Le monde moderne me semblait faux, superficiel, fragile. Un château de cartes prêt à s'effondrer au moindre souffle. Nous avons été débriefés, examinés, interrogés. Des heures et des heures de questions, de rapports, d'analyses. Nos données ont été transmises à des équipes de chercheurs du monde entier. La révolution scientifique que nous avions promis était en marche. Les résultats ont dépassé toutes les attentes. Les plumes du Tyrannosaurus, les comportements sociaux des Dromaeosaurus, les vocalisations des hadrosaures, tout confirmait ou infirmait des théories débattues depuis des décennies. Clara a publié ses travaux sur le changement climatique pré-impact. Ses conclusions ont fait l'effet d'une bombe. L'extinction des dinosaures n'était pas un événement soudain, mais un processus graduel amorcé bien avant l'astéroïde. Les éruptions volcaniques avaient fragilisé les écosystèmes, préparant le terrain pour le coup de grâce. Théo a présenté ses analyses comportementales. Ses enregistrements des vocalisations de dinosaures sont devenus viraux, écoutés des millions de fois. Pour la première fois, l'humanité entendait les sons d'un monde disparu. Des rugissements, des chants, des appels, les voix des fantômes. Agathe a formé les équipes des futures expéditions. Car d'autres missions étaient prévues, vers d'autres époques, d'autres lieux. Le Jurassique, le Trias, le Permien. Tant de mondes à explorer, tant de mystères à résoudre. Et moi j'ai écrit. Ce journal d'abord. Puis un livre, puis un autre. Je suis devenu une célébrité scientifique, invité sur tous les plateaux, interviewé par tous les médias, le paléontologue qui avait touché un dinosaure. Mais au fond de moi, quelque chose a changé. Je ne vois plus le monde de la même manière. Je sais maintenant à quel point tout est fragile, temporaire, condamné. Les civilisations, les espèces, les planètes, tout passe, tout disparaît. C'est la loi de l'univers. Et pourtant, la vie continue. Elle s'adapte, évolue, se transforme. Les dinosaures ont disparu, mais leurs descendants sont toujours là. Dans chaque oiseau qui chante, chaque moineau qui sautille, chaque aigle qui plane. L'extinction n'est pas la fin, c'est une transformation. Un passage d'un état à un autre. La mort qui engendre la vie, la destruction qui permet la création. Je regarde le ciel parfois, la nuit, et je pense à cet astéroïde. Ce morceau de roche qui a voyagé pendant des millions d'années pour venir s'écraser sur une petite planète bleue. Il ne savait pas ce qu'il faisait. Il n'avait pas de conscience, pas d'intention. Et pourtant, il a changé le cours de l'histoire. Sans lui, pas de mammifères dominants, pas de primates, pas d'homo sapiens, pas de nous. Nous sommes les enfants de la catastrophe, les héritiers de l'extinction. Nous vivons sur les cendres d'un monde disparu, dans les ruines d'un règne de 160 millions d'années. Cela devrait nous rendre humbles. Cela devrait nous rappeler notre place dans l'immensité du temps et de l'espace. Nous ne sommes pas les maîtres de cette planète. Nous en sommes les gardiens temporaires, les locataires passagers. Un jour, peut-être, une autre catastrophe viendra. Un autre astéroïde, une autre éruption, un autre changement climatique, et notre règne prendra fin comme celui des dinosaures. Mais la vie continuera. Elle trouvera un chemin. Elle s'adaptera, évoluera, se transformera. Et peut-être, dans des millions d'années, une autre espèce intelligente regardera nos fossiles avec émerveillement.
Elle se demandera qui nous étions, comment nous vivions, pourquoi nous avons disparu. J'espère qu'elle trouvera des réponses. J'espère qu'elle apprendra de nos erreurs. J'espère qu'elle fera mieux que nous. C'est tout ce que je peux espérer. C'est tout ce que je peux léguer. Un témoignage, un avertissement, un espoir. Fin du journal du docteur Émile Carteris. Merci d'avoir écouté mon histoire. Dites-moi en commentaire quel sujet vous souhaitez que l'on explore sur la chaîne. Abonnez-vous et à demain.